va entraîner une déplétion T, mais surtout en sélectionnant les lymphocytes, ça va dépléter les lymphocytes T activés, un post-greffe précoce, et ça va par contre permettre aux lymphocytes T régulateurs, aux lymphocytes B mémoire et aux progéniteurs des cellules souches hématopoïétiques de se développer. Alors déjà, les premières questions qu'on se pose pour les greffes haploïdentiques, on va se focaliser dans les LAM, puisque la plupart des études c'est sur les LAM, c'est est-ce que c'est possible dans les LAM? Si oui, est-ce que finalement ce type de donneur fait aussi bien que les autres types de donneurs apparentés, non apparentés, greffes de cordon? Et est-ce que c'est possible pour tout type de patient à greffer pour une LAM ou pour seulement une population qui est sélectionnée? Alors, ça, je vous ai remis les différentes données, c'était les données les plus récentes dans les LAM. On voit qu'il y a quand même plusieurs études qui ont montré que c'était tout à fait faisable, avec finalement une mortalité à 1 an qui est tout à fait acceptable, autour de 5-15%. Mais on voit quand même qu'il y a une très grosse diversité parmi les différentes études, en termes de conditionnement, en termes de plateforme de greffe haploïdentique. Il y a certaines études qui utilisent le cyclophosphamide post-greffe haute dose, d'autres qui utilisent le sérum anti-lymphocytaire. En termes de greffons, certains qui utilisent la moelle, d'autres qui utilisent des cellules souches périphériques mobilisées. Et du coup, ça retentit sur les résultats parce que les taux de GBH aigu varient de 9 à 52%. Avec quand même, on voit finalement très peu, pas du tout de rejet de greffe, alors que historiquement, dans les toutes premières études, il y avait un rejet de greffe qui était autour de 13%. Vraiment, parce qu'on a identifié aussi le conditionnement dans le temps tout départ. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a quand même l'impression que dans les plateformes qui utilisent le sérum anti-lymphocytaire à haute dose, en prévention de la GBH, il y a un peu plus de GBH aigu et de GBH chronique. Et donc il y a une étude de l'EBMT qui s'est intéressée, qui a repris toutes les données du registre PROMISE pour comparer les résultats de façon rétrospective entre le cyclophosphamide haute dose et le sérum anti-lymphocytaire chez les patients allogreffés pour une LAM entre 2007 et 2017, avec finalement des études qui étaient globalement comparables. C'était quand même quelque chose assez important parce que ça a une incidence sur le taux de GBH, c'est que les patients qui étaient dans le groupe cyclophosphamide haute dose en post-greffe avaient eu des greffons de moelle osseuse comparé au groupe à gamme, enfin sérum anti-lymphocytaire, qui eux avaient plutôt tendance à avoir des greffons avec des cellules souches périphériques. Et donc quand on voit en termes de survie globale et de survie sans progression, les courbes elles sont quand même beaucoup. Par contre, ce qu'on voit, notamment dans l'analyse aussi multivariée, c'est que le sérum anti-lymphocytaire était le seul facteur qui ressortait comme défavorable, notamment sur la GBH aiguë et la GBH chronique. Donc on a l'impression que quand même, quand on utilise le sérum anti-lymphocytaire en prévention de la GBH, il y a un peu plus de GBH aiguë et de GBH chronique. Si on s'intéresse maintenant de façon plus précisément uniquement à la plateforme cyclophosphamide en haute dose post-greffe, dans les LAM, c'est les résultats de la plupart des études, et qu'on compare ces résultats-là aux résultats finalement des greffes des donneurs apparentés et non apparentés, on trouve ciblés de façon un peu similaire les mêmes résultats, notamment en termes de toxicité, de GBH et de survie globale. Alors ça, c'est l'étude publiée en 2007. En fait, c'est une étude américaine qui a repris cette fois les données du CIBMTR sur plus de 1000 patients qui comparaient les résultats qu'ils avaient dans les greffes haploïdentiques et les greffes avec un donneur apparenté fiché dans les LAM. Et il les différenciait en fonction du type de conditionnement qu'ils avaient reçu, soit du niveau ablatif, soit de l'intensité, conditionnement à intensité réduite. Pareil, les populations étaient relativement identiques entre Haplo et match unrelated donor. Mais par contre, il y avait peut-être un peu plus de RC2 dans le bras Haplo chez ceux qui avaient des conditionnements à intensité réduite. Et aussi, une autre différence, c'était que les greffes Haplo étaient plus récentes que les greffes sur fichier. Et donc là, on voit pareil que qu'importe le conditionnement, en termes de survie globale, et c'est la même chose, un niveau ablatif à intensité réduite, que ce soit pour des greffes haploïdentiques ou des greffes sur des donneurs apparentés matchés. Il y a peut-être plus, par contre, de toxicité dans le bras
avec des donneurs non apparentés matchés, HLA identique, et peut-être un peu plus de rechute par contre dans le bras haploïdentique quand on regarde pour les conditionnements à intensité réduite. C'est probablement dû au fait qu'il y a un peu moins de GVH aigu en fait, et de GVH chronique quand on utilise le cyclophosphamide. La greffe haploïdentique est un facteur qui permettait d'avoir moins de GVH aigu et moins de GVH chronique en analyse multivariée, c'était aussi retrouvé. Et alors il y a d'autres études qui se sont intéressées cette fois aux greffes de cordon, qui ont comparé les greffes haplo aux greffes de cordon, et c'est pareil, en fait ils retrouvent à peu près les mêmes résultats. Ça c'est une étude américaine qui a été publiée l'année dernière aussi, en 2015 pardon, qui comparait du coup les greffes de cordon aux greffes haplo dans les leucémies aiguës, avec peut-être plus de pathologie, encore une fois, de leucémie aiguë avancée quand allogreffée en réfractaire dans le bras haplo. Et ils retrouvaient sensiblement les mêmes courbes, que ce soit en termes de GVH, de rechute, de toxicité liée à la greffe et de survie sans progression. On a l'impression que le taux de rechute il a peut-être tendance à être un tout petit peu augmenté dans le bras haplo, mais c'était pas significatif. Et si on s'adresse encore à des populations finalement plus particulières, comme on a parlé dans les lives réfractaires, on se pose quand même la question s'il n'y a éventuellement pas plus de rechute quand on utilise le cyclophosphamide en dose. Et en fait, finalement, quand les études qui comparent leurs données entre haplo, donneurs apparentés HLA identiques ou donneurs non apparentés HLA identiques, on trouve à peu près sensiblement les mêmes résultats, autour de 30% de survie globale et une toxicité non liée à la greffe autour de 30% également. Et donc ça, c'est une étude en fait qui a étudié l'intérêt de faire des DLI en prophylactique après des greffes haploïdentiques. Alors, initialement, ils avaient dans les LAM réfractaires, bien sûr, pardon. En fait, initialement, ils avaient d'abord fait un conditionnement atténué chez les 10 premiers patients, et en fait, le taux de rechute était tellement élevé que finalement, après, ils sont passés à un conditionnement myélo-ablatif avec 3 jours de busulfan et 1 jour de melphalan. Ils ont utilisé des greffons de cellules souches périphériques. La prévention de la GVH était assez classique, cyclophosphamide J3, J4 associé à la cyclosporine et au Celcept. Donc ils arrêtaient quand même les traitements immunosuppresseurs de façon très rapide, et ils faisaient des délits en prophylactique à J21, J36 et J60. Et donc on voit bien que en termes de toxicité, finalement, que ce soit dans le bras myélo-ablatif avec des élites ou myélo-ablatif seul, on a les mêmes courbes, alors que en termes de survie sans progression, enfin plutôt de taux de progression, le taux de rechute, il y en a nettement moins dans le bras avec des élites. Et donc ça a au moins l'intérêt de montrer que les DLI dans les greffes haplo sont faisables. Et une dernière population sur laquelle on va s'attarder aussi, c'est les patients âgés, parce qu'on sait quand même que généralement leurs résultats sont quand même moins bons que dans la population générale. Et finalement, on retrouve exactement la même chose, que ce soit pareil pour les LAM réfractaires ou les autres types de donneurs. Ça a les mêmes résultats, que ce soit les greffes haplo ou greffes apparentées ou non apparentées HLA identiques. Donc ça, c'est une étude qui en fait a repris les résultats encore le registre de promesse, en fait qui a séparé, parce qu'il voulait voir l'impact de l'âge sur les résultats des greffes haplo, qui a séparé en 3 cohortes: âge inférieur à 55 ans, âge entre 55 ans et 65 ans, et âge supérieur à 65 ans. Donc ils ont repris rétrospectivement tous leurs résultats. Et ensuite, ils ont appareillé à un groupe contrôle la cohorte âge supérieur à 65 ans avec d'autres populations qui avaient été greffées supérieures à 65 ans, qui avaient été greffées avec des donneurs non apparentés HLA 10 sur 10. Donc déjà, ça a montré qu'il y avait effectivement un impact de l'âge dans les greffes haplo, mais ce qu'on trouve dans les autres types de greffes aussi, avec une survie qui était moins bonne pour les patients qui étaient plus âgés, de plus de 65%, et avec un taux de rechute qui était aussi légèrement plus élevé. Mais par contre, quand on regarde les deux populations, donc supérieures à 65 ans en haplo ou en non apparenté HLA identique, on trouve le même courbe de survie, avec peut-être par contre une toxicité liée à la greffe plus élevée dans le bras non apparenté et un taux de rechute un peu plus élevé dans le bras haplo. Et donc toutes ces données de la littérature, en fait, ça a entraîné des recommandations de la part de l'EBFD, qui considère que les greffes haploïdentiques sont une option complètement valable
dans les greffes pour les NAM, s'il manque évidemment un donneur apparenté HLA 10/10 ou un donneur non apparenté HLA 10/10, que même dans certaines conditions, dans certaines situations, quand la greffe est très urgente et qu'on n'a pas de HLA 10/10, une greffe gémo-identique, un donneur apparenté HLA 10/10, on peut directement recruter un donneur haploïdentique sans forcément faire une recherche sur le fichier. Par contre, il rappelle que pour l'instant, il n'y a pas d'évidence de supériorité entre les différents types de donneurs, notamment parce qu'il n'y a pas d'études randomisées. Ça, c'est leur schéma de recommandation. Donc, en conclusion, on a l'impression quand même que les résultats des greffes haplo font aussi bien que les autres types de donneurs. Il faut quand même tenir compte des caractéristiques du patient, du malade, mais aussi du donneur. Parce qu'il y a des patients qu'on va greffer en haplo qui ont plus de 65 ans, ou en tout cas 65 ans ou autour de 60 ans, vont avoir généralement des frères et sœurs qui ont à peu près le même âge, et ça a une incidence sur les résultats post-greffe. Et il faut aussi rappeler l'importance d'inclure les patients dans des études randomisées pour pouvoir un jour répondre de façon précise sur quel type de donneur fait mieux. Il y en a plusieurs qui sont en cours, notamment Altergreffe qui compare la greffe haplo aux greffes non apparentées 9/10. C'est une étude de Stéphane Miguel de Paris, et une autre de Didier Blaise sur Marseille qui fait la même chose mais chez les patients plus âgés.